Dans le cadre de ce face-à-face, vous aurez donc André Malpen, qui est l'organisateur du salon et qui a une grande expérience en matière d'analyse technique, c'est-à-dire qu'il enseigne à Paris-Dauphine. Et face à André, il y aura Jean-Louis Cussac, qui est un trader très connu en France, qui passe tous les jours sur BFM Business, à l'époque BFM Radio, BFM Business, pour donner son point de vue, ses plans d'attaque, ses plans de trading sur la journée, principalement sur le CAC 40. Il y aura beaucoup de questions de CAC 40 ce soir. On parle aussi également d'autres actifs, l'euro-dollar ou autres actions spécifiques s'il y a des raisons particulières. Dans le cadre de Personnel Finance, il y a aussi des points quotidiens qui sont faits sur la chaîne YouTube. C'est animé par Mathieu, un des employés, mais qui est aussi un élève qui a produit, on va dire, de la formation et de ton trading, etc. Donc, tu représenteras plutôt le côté trading et application concrète d'idées. Je ne sais pas qui prendra la parole en premier. André, je vais te laisser décider. D'abord, replacer le débat. Donc, on a l'habitude avec Jean-Louis de faire toujours conclusion de ces différents salons là depuis plusieurs années. Donc, on fait un peu le buzz, on s'accroche gentiment, etc. Puis on essaye de dire un peu ce qu'on pense du marché. Donc, ça c'était. J'ai voulu changer un peu l'habitude pour ces 20 ans du salon d'analyse technique. J'ai voulu changer un petit peu et agrémenter la chose avec un petit débat, une notion. Analyse technique ou analyse fondamentale, analyse technique ou trading, ça c'était ce matin. Analyse technique ou analyse fondamentale. Mais alors, savoir, en réalité, pour certains, c'est peut-être évident. Pour certains, ils vont peut-être considérer que ce sont deux activités totalement différentes. D'autres considèrent que c'est la même chose. Donc j'ai voulu un petit peu remettre ce sujet au centre du débat, essayer de voir un peu ce qu'on pouvait en penser les uns, les autres, et dire un petit peu ce qui était avantageux. Par exemple, une question tout de suite que je pourrais poser, est-ce qu'il faut faire de l'analyse technique? Il y a deux questions. Est-ce qu'il faut faire de l'analyse technique pour faire du trading? Est-ce qu'on peut faire du trading sans analyse technique? Est-ce qu'on a besoin l'un de l'autre? Ça fait trois questions. Alors, Jean-Louis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut faire du trading sans analyse technique? Est-ce que l'analyse technique est absolument nécessaire pour faire du trading? Comment ça se passe? Et alors, évidemment, on peut faire certainement de l'analyse technique sans trading. Ça, c'est facile. Il faut étudier le marché, et c'est un autre métier. C'est deux activités différentes, et pas prendre position. Donc, est-ce que la prise de position, qu'on peut appeler trading, est nécessairement faite ou prise à partir d'analyse technique? Non, bien évidemment, les sociétés de gestion font du trading. Si ce trading consiste à acheter, à motiver et tenter de valoriser le capital pour rendre plus haut et racheter plus bas, on peut le faire avec une économie, bien évidemment. Sauf que plus vous allez réduire l'horizon de trading, moins vous avez de raisons de voir les données économiques évoluer dans un sens qui vous permettrait de les anticiper, enfin d'imaginer qu'elles puissent avoir un impact sur le sous-jacent. Donc évidemment, il faut se mettre avec des repères différents. Et là, si on réduit l'horizon, on va en arriver à faire d'abord de l'analyse technique, parce que je vais faire une différence entre l'analyse technique qui consiste à, par exemple, regarder un croisement immobile, donc un calcul mathématique simple, et l'analyse chartiste, c'est-à-dire à tenter de voir des régularités statistiques sur les figures chartistes, des figures listées qui ça consiste à dire, bon, cette figure, cette situation de prix de marché, je l'ai déjà vue, et elle a amené une hausse ou elle a amené une baisse, 8 fois sur 10, 7 fois sur 10 ou 9 fois sur 10. Donc, est-ce que le prix a des raisons de bouger autant qu'il bouge aujourd'hui? Ça, on pourrait en reparler, parce que c'est évidemment non. Pourtant, il bouge. Donc, qu'est-ce qui remue l'eau dans le bocal? Et je peux vous dire qu'il y a des raisons. Maintenant, si vous voulez tenter d'en profiter, il faut regarder le marché, non pas les données économiques qui n'évoluent pas aussi vite que le marché. Donc, il faut aller chercher quoi? L'étude du prix. Un prix qui, aujourd'hui, parce que les règles du jeu du marché vont dans ce sens-là depuis toujours, tendent à
met un prix, donc le prix, si vous voulez, qui est coté n'est jamais anormal, il y a toujours une raison. Je peux vous garantir que les règles du jeu sont là pour faire que les prix ont une parfaite légitimité. Donc, on va aborder ces prix, non pas en les comparant à des données économiques, mais en essayant de voir si leur forme, le graphique donc qu'ils vont former, donne une indication soit haussière, soit baissière. Donc, plus on réduit ces horizons, plus on va arriver si vous voulez, à faire une approche d'abord technique et ensuite une approche chartiste. Parce que de toute façon, sur des horizons de temps de quelques minutes, par exemple, pour scalper, il n'y a rien d'autre à faire. Qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Soit vous le faites au pif, au hasard, couplé, en vous disant j'ai une chance sur deux, soit vous le faites en regardant des formes de prix et en les jouant statistiquement, c'est-à-dire en sachant que vous allez, par exemple, avoir raison 3 fois sur 4, tout simplement. Le problème, c'est une fois sur 4 qu'il faut accepter en tant que perte. Et c'est ça le plus difficile. En tout cas, pour les débutants, pour ceux qui, en même temps, au fond d'eux, se disent non, non, mais j'ai raison, ça va revenir. Ah ouais, c'est là qu'il fait. Donc, moi je dis vraiment que les gens arrivent souvent sur les marchés en ayant de l'intelligence, de la réflexion. Ils arrivent sur les marchés en disant, en gros, les gens, quand ils arrivent sur les marchés, ils disent je suis quelqu'un de réfléchi, j'ai des notions d'économie, j'ai des notions j'ai des notions de tout, du risque. Je suis quelqu'un qui est posé, qui regarde les choses donc souvent fondamentalement. Et donc, si j'ai une chance sur deux pour jouer et gagner, le filtre de ma personne va faire que je vais avoir raison certainement 3 fois sur 4. Et là, nous, ce qu'on leur dit, c'est que même s'ils avaient raison 8 fois sur 9, ou 9 fois sur 10, ça ne serait pas suffisant pour gagner, parce qu'en fait, le problème, c'est comment gérer la perte. S'ils ne se raccrochent pas à quelque chose de concret, ils s'en vont en avance. Donc, voilà, on peut gérer sans regarder des graphes, pourquoi pas. C'est un peu dommage, parce que même les gestions aujourd'hui, les grandes gestions, on regarde quand même les retracements, etc. Chose qu'ils ne faisaient pas il y a 20 ans, 30 ans, très peu. Hein. Et de plus en plus, on l'a vu, surtout après les événements de 2006, 2007, 2008, là, où à un moment donné, ils se sont dit, c'est quand même... on n'arrive plus à expliquer les choses économiquement, donc on va essayer de les expliquer différemment. Et beaucoup se sont lancés comme ça dans l'analyse chartiste, extrêmement scolaire, on va dire, parce que si vous ne connaissez pas les phénomènes de construction de marché, automatiquement, vous n'allez pas avoir une bonne approche. Parce que vous allez avoir un mauvais décodeur quelque part. Un graphique, c'est un message codé. Et si vous n'avez pas déjà, c'est compliqué à interpréter. Et si vous n'avez pas la compréhension parfaite des phénomènes de construction, on ne peut pas comprendre pourquoi le prix est comme ci ou comme ça. Ou en tout cas, vous allez vous poser des questions et là où il ne faut pas vous en poser. Donc c'est à la fois simple et compliqué, mais il faut commencer par les règles du jeu, apprendre comment ça fonctionne, enfin c'est tout un truc. C'est-à-dire que quand on fait des formations, on dit aux gens, écoutez, voilà, déjà vous n'êtes pas venus pour avoir la martingale, la méthode qui gagne à tous les coups, etc. Je vais vous apprendre à progresser, à le faire par vous-même. Donc on commence par quel marché, les règles du jeu, comment ça fonctionne, les phénomènes évidemment d'interaction entre les différents marchés, etc. À comprendre les contraintes des différents intervenants qui n'ont pas justement les mêmes objectifs. Il y a tout un travail à faire qui prend du temps. Et il faut être passionné pour faire ça. Il faut être passionné parce que c'est beaucoup de travail, on travaille des probables aussi, quelque part, à la base, c'est ça, c'est des probabilités, on n'est jamais certain du résultat. Et je vais finir en disant que l'homme avec un grand H, aujourd'hui, plus qu'avant, est mentalement handicapé face à l'évolution des marchés et face à la montée en puissance, notamment aussi des trading algorithmiques et des phénomènes de contraintes de construction qui amèneront un jour des crashs
avec des causes endogènes et non pas des causes exogènes au marché. Et ça va être pour beaucoup très compliqué à accepter. Alors, donc du coup, ce que tu me dis, c'est que l'analyse technique, toi, tu l'utilises, fait partie de ta panoplie, oui, c'est quelque chose de... Ah bah oui, tu fais beaucoup, mais tu fais que ça. Tu dis, en tant que trader, ça n'est qu'un aspect et ça n'est pas le plus important pour gagner de l'argent, ce qui est le but final. Tout est important. Mais les gens, enfin, après, moi, ils me collent l'étiquette parce qu'ils me voient tous les jours sur BFM à parler de la journée. Moi, si vous voulez, tous les jours, je reçois, en tant que gros acteur, des analyses. Alors, différentes banques. Et je me fais une idée des fondamentaux. Je les connais, les fondamentaux. De toute façon, si c'est pour en parler sur BFM comme certains le font, je sais faire, pas de souci. Donc, je lis tout, je regarde les taux, les machins, les problèmes, les trucs. Ok. Et ça va faire partie d'un faisceau d'indications qui va me permettre de juger une situation. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire que les fondamentaux plaident pour une baisse des marchés, alors que malheureusement, et c'est là où, en absence de flux et de conviction et de visibilité, ce qui drive les marchés là, depuis le début de l'année, ce sont des contraintes techniques, des PO vendeuses, si on pourrait y revenir, qui sont très importantes. On l'a vu avec l'Eurostox, le vendredi de l'échéance qui a pris 40 points en une seconde, parce qu'à 11h50, il faut déboucler les positions. Alors, je vais donner un peu la parole à André pour débattre, parce que c'est l'objectif de ce face-à-face. André, tu as affiché un graphique du CAC 40 en weekly. André, tu es un analyste technique pur, on peut dire. Tu fais aussi du trading. Quel point de vue tu défendrais dans cette problématique analyse technique ou trading? Pour toi, est-ce que c'est deux choses qui s'articulent naturellement, ou est-ce que c'est deux choses qu'il faut plutôt dissocier? Un analyste reste un analyste, un trader reste un trader. Moi, je voudrais revenir d'abord sur plusieurs trucs. Ok. Donc, garde tes questions parce qu'elles sont intéressantes. Donc, d'abord, tu m'as dit que... Alors, moi, c'est vrai, je me considérais plus comme analyste technique que comme trader. Mais je me soigne. C'est-à-dire que je tends à être devenu de plus en plus trader. Et ces dernières années même, je suis de plus en plus scalper. Et je pense bientôt gagner des duels de trading. J'annonce la couleur. Comme à la belote. J'annonce. Mais c'est pas pour tout de suite quand même. Donc on va voir, je progresse tout doucement. C'est pas mon style de trading, mais il m'intéresse vraiment sérieusement. D'ailleurs, si vous avez vu un peu mes conférences, vous aurez vu qu'elles s'orientent beaucoup sur le trading et beaucoup sur... alors, j'ai entendu chartiste et analyse technique, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Louis, mais je vois ce qu'il veut dire, c'est qu'effectivement, de toute façon, le trader, il ne va pas être analyse technique, il va voir, ce qu'il regarde, c'est le marché pur. Il ne veut pas un filtre. L'analyse technique, alors, l'analyse technique, quand moi j'enseigne à Dauphine, en licence, et je ne suis pas que analyse technique, puisque j'enseigne aussi le trading forex en M1, en 4e année, on voit les différents mouvements sur le marché, c'est ce qu'on va essayer de regarder. Donc, j'ai un peu perdu le fil de ce que je disais. Moi, je suis plus analyse technique, mais je tends vers le trading, et vous verrez, donc, c'est regarder un petit peu où se trouvent les différents éléments. Oui, si je faisais ce que je disais, on est plus sur le vrai prix plutôt que sur l'indicateur technique qui est un filtre, qui en fait il utilise les mêmes éléments, les mêmes informations. Ça va être le plus haut, le plus bas, différents types de prix, plus haut, plus bas, clôture, ouverture, etc. Après, on va faire une cuisine, on va mélanger et on va mettre un peu de volume. Et puis, on peut mettre aussi de la volatilité implicite, parce que la volatilité historique, elle est déjà dans le prix. Enfin, c'est un retraitement du prix autrement. Donc, il y a différentes informations. On en a tellement d'informations. C'est comme un peintre, on n'a pas tellement de couleurs. Et avec ces couleurs, on va essayer de faire un mix avec une fonction. Ça va donner un indicateur technique. Et le but d'un indicateur technique, c'est qu'il doit réussir. S'il est réussi, il va vous mettre l'accent sur les forces ou les faiblesses du marché. Mais le trader, lui, d'abord, ça va très vite, surtout le scalper,
Et ce qu'il va regarder, c'est vraiment, il est au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il essaye, il doit en tout cas, tendre à essayer de mieux comprendre le marché. Où sont les acheteurs? Où sont les vendeurs? Où sont les groupes d'intervenants? Est-ce que beaucoup de gens ont acheté là maintenant? Ils sont tous acheteurs, ils ont tous acheté, donc ils peuvent plus acheter parce qu'il n'y a plus de flux pour venir derrière? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs? Où sont les contrariens? C'est un peu comment ça s'appelle, la conférence que j'ai faite ce matin. Donc le trader, lui, il va regarder surtout le prix. Il ne va pas chercher à filtrer un peu ce prix d'une certaine manière. Il va regarder le prix, il va regarder le volume, il va regarder les différents éléments, mais l'indicateur, c'est juste pour confirmer, pour conforter. Mais déjà, il a l'œil. Les divergences, il les voit tout de suite. Il n'y a pas besoin d'un indicateur technique pour voir les divergences baissières. Les divergences de continuation, c'est déjà un petit peu plus difficile à voir avec l'œil. Mais donc, il va tout de suite le voir. Il va voir, c'est simplement le marché qui faiblit, qui monte moins vite. Donc, il va regarder. Donc, je dirais déjà, plus chartiste, plus on est court, plus effectivement on va être chartiste. Et là-dessus, je suis d'accord. L'analyse technique, bon, on fait un sol, donc moi je considère que l'analyse chartiste, l'analyse technique, tout ça c'est un seul groupe, mais effectivement, si on précise, le trader il est plus chartiste, il regarde le prix. Qu'est-ce que fait le prix? Comment il bouge? Comment il réagit? Comment il a accéléré? Comment il est monté? Et de là, d'essayer de déduire où sont les différents groupes d'intervenants. Alors, d'autres me diront, ah mais il y a un truc sympa qui s'appelle le carnet d'ordre, qui va vous donner d'autres éléments. Oui, et je considère que le carnet d'ordre, c'est de l'analyse technique. Et après, on va en déduire des prises de position qui sont du trading. L'analyse technique, c'est essayer de voir comment se comportent les intervenants, traduit le comportement des différents intervenants. Donc à partir de là, on va essayer. Et le trading, c'est comme une partition musicale, l'analyse technique, et le trading, c'est la mise en musique de cette partition. Donc, est-ce qu'il faut être mieux compositeur ou est-ce qu'il faut être mieux musicien? Le musicien, s'il n'a pas la partition, il va un peu improviser. Bon, Louis Armstrong ne savait pas lire la partition, il jouait de la trompette merveilleusement bien, il jouait d'oreille. D'accord. Est-ce qu'on peut être seulement compositeur et pas savoir jouer? Certainement, bien sûr. Il y a des gens qui composent parfaitement, c'est magnifique, des symphonies, mais par contre, pour les réaliser, il leur faut un orchestre. Donc, c'est deux choses différentes. Mais effectivement, elles se nourrissent l'une de l'autre. Et c'est ça qui est avantageux. Donc, j'avais noté l'étude du prix, effectivement. Plus on est court, plus on va étudier le prix. Alors, j'ai aussi noté un élément. J'aime bien entendre ça de Jean-Louis, parce qu'il dit il y a 20-30 ans, il dit les gestions intervenaient sans analyse technique. Effectivement, et là, je rappelle qu'on est aux 20 ans du salon d'analyse technique, et quand on a fait le salon d'analyse technique, beaucoup de gens me disaient l'analyse technique c'est nul, ils prenaient position sans regarder un chart. C'était dément. Pour ceux qui sont analystes techniques et qui comprennent, aujourd'hui, si vous comprenez aussi, c'est normal, mais à l'époque, beaucoup de gens me demandent, pas besoin de faire d'analyse technique, c'est nul, ça sert à rien. Mais c'est totalement errant. Je suis d'accord avec toi, quand tu dis sur le très court terme, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah oui, on peut rien faire. C'est-à-dire, regardez comment bouge le prix, et de l'analyse technique, brute, un peu grossière, mais qui est de l'analyse technique, et la traduire en trading, une prise de position, etc. Si on s'amuse sur du 1 minute ou du 5 minutes, très court terme, à réfléchir en fondamental, en analyse économique, c'est rien du tout. L'analyse fondamentale économique, elle va nous donner des grands mouvements, l'autoroute, et c'est là-dedans qu'on va rejouer. Alors, je distingue aussi analyse fondamentale et news. Nouvelle, c'est pas de l'analyse fondamentale, c'est la traduction de la nouvelle qui est de l'analyse fondamentale. La news, c'est un accident, c'est il y a quelque chose qui se passe. Pam, c'est Saddam Hussein qui a envahi le Koweït, ça c'était quand j'étais sur le beat, ou c'est machin qui te fait un tweet à la noix. Tout ça, c'est des news. Alors, et ça peut être la Fed qui décide d'augmenter ses taux, de les baisser, de la BCE qui va faire des LTRO, etc., etc., etc. Tout ça, c'est des éléments. Mais sur le court terme, au moment où ça se produit, c'est un accident, un événement, c'est ni fondamental ni analyse technique, et après, il faut le gérer. Et l'analyse technique, eux, ils vont essayer de regarder comment le marché l'interprète, comment le marché l'apprécie au niveau des intervenants. Ils achètent beaucoup, ils vendent beaucoup, et qu'est-ce qu'ils font? Le fondamental, lui, va essayer de dire, tiens, là, c'est favorable, donc à long terme. Il vous donne l'autoroute. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Ok. Ce que je vous propose, c'est, à partir de ce graphique qu'on a sous les yeux, qui est le CAC 40 à long terme, en weekly en l'occurrence,
de donner chacun votre point de vue. On va donc donner la parole à Jean-Louis. D'un point de vue trader, quelle stratégie construirais-tu à partir de ce constat, à partir de cette situation graphique? Et également, si tu peux réagir, parce que toi, tu as quelque chose à dire par rapport au carnet d'ordre, ça c'était par rapport à ce qu'il disait avant. Dans le carnet d'ordre, on en parlera plus tard si tu veux, mais il y a, pour répondre à ta question, le marché a beaucoup progressé. Il y a des moments importants dans l'évolution du marché. Le dernier, par exemple, c'était lorsque le fameux vendredi, on s'est passé la figure avec les PMI, et que le lundi, on a plongé. Je ne sais pas si vous écoutez un peu BFM, mais je crois que j'ai clairement dit que j'achetais, qu'il fallait acheter, que le marché, c'était une respiration extrêmement violente, mais un mouvement assez particulier. Et je disais qu'il fallait acheter parce que le marché avait très peu de chances, donc les probabilités étaient très faibles qu'il reparte à la baisse immédiatement. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que là, je m'appuie sur des données techniques, et qui ne sont pas des données techniques du prix, mais des données techniques de situation, avec ce qu'on appelle des positions ouvertes sur le marché, notamment de la part des hedge funds qui sont extrêmement vendeurs de volatilité. Enfin, c'est ce qu'ils ont fait en tout cas au mois de janvier. Comme ils se sont fait avoir sur les calls et non pas sur les puts, la différence est, vous ne la ressentez pas pareil, mais c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le crash de volatilité qu'il y a eu à la baisse, et j'étais le seul à l'appeler comme ça à l'époque, en début 2018, tout le monde pensait que c'était un crash, l'idée qu'il allait y avoir à nouveau dans la foulée un repli du marché violent. Là, on vient d'avoir un crash à la hausse, et c'est vraiment un problème de volatilité qui a été vendu. On était sur 4007, on était à peu près, je me souviens, 18, 20, on pouvait vendre de la vol jusqu'à 22 à peu près. Ils se sont mis à vendre du put 4006, et puis des calls 5000, 5100, etc. Le problème, c'est que c'était dans l'idée que si ça remonte à 4008, 4009, je m'allégerais. Ils se sont fait complètement broyer. Et quand le marché a commencé à franchir les strikes, il a fallu acheter le futur. C'est-à-dire qu'il faut se protéger. Ils sont obligés, ils le font. Alors, ça s'appelle la gestion delta. Et c'est plus des achats de conviction, là aussi. Ce sont des achats parce qu'on n'a pas le choix. C'est-à-dire que ça monte, donc j'achète, donc ça monte, et comme ça monte, j'achète. Et sur et ça se mesure, si vous voulez, la sensibilité d'un marché. Et là, aujourd'hui encore, si vous voulez, le problème, c'est que je pense qu'il y a encore des shorts extrêmement importants sur l'échéance juin, alors moins qu'en mars, parce que bon, je pense qu'il y en a encore, et c'est pour ça que le marché ne baisse pas. Vous avez vu, on a ressorti des chiffres du PMI réalisés qui étaient très mauvais, on a ressorti en Allemagne des chiffres extrêmement mauvais et le marché allemand, c'est la journée, il a boosté plus que le CAC, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que les données fondamentales ne provoquent aucun mouvement logique? Eh bien, parce que la logique, il faut aller la chercher ailleurs. C'est une logique technique, une logique de construction. Le problème, c'est que si vous l'ignorez, vous n'allez pas le comprendre et vous n'allez pas l'accepter. Et vous allez vous dire, c'est pas normal. Et moi, je vous réponds, c'est normal. Et c'est pour ça que je suis capable de dire, dans un environnement où je vais bien identifier les problèmes, mais en disant, oui, mais ces problèmes sont toujours les mêmes en définitive. Quand on vous dit ça monte ou ça baisse, ce sont depuis des mois des argumentaires à tiroir. C'est-à-dire qu'on va vous sortir un coup c'est ci, un coup c'est ça qui provoque la hausse, la baisse, machin, et bidule. Toujours la même chose. Il n'y a rien de nouveau depuis des mois et des mois. Et les acteurs des marchés ne sont pas surpris. Personne n'est surpris, parce qu'on a tout anticipé. Donc qu'est-ce qui fait bouger le truc derrière tout ça? C'est justement ces phénomènes de construction de marché qu'il faut comprendre. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas possible. Donc là, sur 5002, moi j'ai dit il faut acheter. Enfin 5230, la 50, il faut acheter. Alors, évidemment, ça peut basculer, mais on joue des probabilités. Et les probabilités, moi je vous invite à écouter les émissions de BFM depuis le temps que vous voulez. C'est de noter, vous verrez que je ne me suis pas trop trompé. Et le marché, à un moment donné, à un moment donné, le marché a ces derniers temps réagi
d'une manière incroyable à des phénomènes de construction et non pas à des formes de conviction. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas ce qui se passe. Et ils se disent c'est pas normal, etc. Alors évidemment, une fois que ça monte, tout le monde est haussier, évidemment. Moi, arrivé dans une situation pareille, le marché a quand même beaucoup monté. Donc, si j'étais contrariante et si je vendais à découvert, c'est que je n'ai pas de rente de stop loss. Parce que si j'ai la prétention de bien juger le marché à certains moments, par contre, trouver en vendant sur un point haut un breakout ou un stop loss précis, c'est pas possible parce qu'il a pris 20% par rapport à un niveau que si on franchit de 20, 50, même d'1% plus, c'est rien. Donc, la seule solution que vous avez, c'est de jouer un put synthétique. Voilà. C'est-à-dire, vous achetez de la vol à 9, là, sur des strikes à 0,3 delta, 0,4, 0,3. On est à 11 de vol implicite sur la monnaie à un mois. Vous allez acheter des strikes, donc 0,3 delta, vendre le futur, risque limité, du genre le call, par exemple, le 5005, échéance 18 avril, il vaut, tout à l'heure il valait 28 à peu près, je pense, 28. Si vous vendez le futur à 5475 au même instant, à peu près, il suffit d'une baisse de 28 points pour payer le call. Pas mal. Et la perte potentielle, elle est où? Elle est entre 5475 et 5005, 25 points, plus la valeur du call, et comme on est en basse vol, le call est très peu cher. Donc on s'en fout du prix, on peut l'abandonner. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de gagner sur le futur. Ça, c'est pour celui qui pense que le marché a des probabilités de retracer importantes. Et en même temps, il se dit, ouais, mais tendance haussière. Donc, ok, je vois bien que là, on est sur une zone de vente potentielle, mais en tout cas, ce que je n'ai pas, c'est le market timing. Ce que je n'ai pas, c'est le reverse précis. Reverse, c'est quoi? C'est juste au-dessus du niveau 3, là? Ou est-ce que c'est le niveau 5? Ou est-ce que c'est le niveau, c'est quoi l'autre? B, A, B, ouais, le B, là? Ben, c'est difficile à dire. Seulement, le problème, c'est que le niveau B, il y a encore une centaine de points. Donc, c'est quand même chaud. Donc, dans des positions comme ça, dans des choses comme ça, des marchés comme ça, on ne fait pas un pari directionnel, on achète de la vol. J'achète pas la hausse, je me fous de ce que va faire le marché, je m'en fiche. Moi, ce que j'achète, c'est un call et je vends le futur. Et quoi qu'il se passe, de toute façon, je sais que je vais gagner de l'argent. Alors, je peux en perdre temporairement, mais j'en perdrai d'une manière extrêmement raisonnable. Et je vais réattaquer après le synthétique un cran au-dessus si c'est nécessaire. Donc, il faut comprendre qu'à certains moments, on ne joue pas le directionnel. Et les marchés sont construits comme ça. C'est-à-dire que le gros problème, c'est qu'à un moment donné, beaucoup d'acteurs jouent des ventes de vol. C'est ce qui s'était passé en janvier, enfin en décembre 2017, etc. Où la vol est tombée à 9,7. Ils en ont reparlé il n'y a pas longtemps sur BFM en disant oui, parce que Jean-Jacques Cohen, il en parle souvent de ça, les problèmes. Alors, ouais, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la vol est à 11, enfin 10,8 aujourd'hui, mais 11, c'est pas 9. 11, c'est pas 9. Quand elle est à 9, les probabilités d'une galère sont fortes. Là, on est à 11, c'est pas encore suffisant. Donc moi, je vais exploiter ça. C'est-à-dire que c'est ça le travail d'un trader. C'est pas de jouer le vertical. Vous, ce que vous faites, c'est que vous jouez le vertical, vous jouez le prix. Ouais, ok, on va jouer le prix de temps en temps, même ça assez souvent, moi, c'est ce que je fais dans la journée. Et là, je vais utiliser des signaux techniques assez pointus, un travers, des niveaux chartistes, des figures chartistes. Mais il faut savoir jouer dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire le prix, le temps et la vol. Et j'y peux rien, moi, si les marchés sont devenus modernes depuis les années 90, 2000, et que les produits dérivés ont explosé, et que les acteurs de la finance, ceux qui travaillent, on va dire, avec intelligence, hein, c'est-à-dire qu'en utilisant des outils pointus, c'est comme ça qu'ils font. Enfin, pas tous, hein, mais il y en a beaucoup qui font ça, ils peuvent se tromper en même temps. Donc, du coup, il y a des choses à faire, on montre ça.
Alors, je ne vais pas m'arrêter. En tout cas, tu as exprimé une stratégie précise. Merci d'avoir répondu concrètement avec des détails même sur la stratégie appliquée, etc. André, d'un point de vue technique, comment constates et comment analyses-tu la situation actuelle? On approche de zone de résistance, le mouvement haussier semble pourtant fort. Quel est ton point de vue d'analyste technique? Je reviens juste un instant. Effectivement, ce que fait Jean-Louis, c'est un petit peu différent que du trading pur, je dirais, du trading directionnel. Ouais, c'est du trading, je suis d'accord. Mais c'est pas ce qu'on entend habituellement. Voilà. Donc le commun, les mortels peuvent entendre, c'est-à-dire du directionnel. Et effectivement, tu affines. Non, mais je ne critique pas. Je dis simplement que c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement, de ce que les gens peuvent attendre habituellement. C'est plus fin. Ça c'est une qualité. La seule question non, je te fais les est-ce que les gens ont compris ce que je disais? C'est ça qui me gêne. Ça, c'est pas sûr. Effectivement, je suis d'accord avec toi, c'est pas sûr que tout le monde ait bien compris ce que tu dis. Mais ils ont compris que tu faisais un mixte entre le marché et les options. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est-à-dire des options ouvertes, et donc tu essayais d'améliorer et d'affiner. Les options, c'est à la fois difficile et facile. C'est-à-dire, c'est surtout facile de se casser la gueule. Mais c'est difficile parce qu'il y a plusieurs notions à prendre en compte. Donc ça fait d'autant, je dirais que c'est plus difficile parce que ça fait autant de solutions, on peut se tromper. Effectivement, il y a la valeur temps, effectivement, il y a la volatilité, et effectivement, il y a le directionnel. Dans le directionnel, il n'y a que le directionnel pratiquement. Dans les options, ça peut être un peu plus compliqué. Donc là, il faut être connaisseur et bien maîtriser. Mais on peut aussi se faire très mal. Je t'entendais tout à l'heure, je suis quasiment sûr de gagner. Si c'était si simple, je ne pense pas. Alors, mais ceux qui maîtrisent ont plus de chances certainement de gagner que ceux qui ne maîtrisent pas. Donc les options, effectivement, ça affine. C'est fait pour ça, les options. C'est pour pouvoir bien affiner sa stratégie, beaucoup plus fine. Si le marché ne bouge pas, vous pouvez vendre de la valeur temps, alors que si le marché ne bouge pas et que vous achetez ou vous vendez, ben, au final vous allez payer du courtage et vous risquez de déboucler, en directionnel je parle, vous allez risquer de déboucler et perdre votre temps ou votre argent. Vous ne perdrez pas énormément, etc. Mais donc on voit tout de suite qu'avec les options on peut faire des choses. Et toi, tu fais quoi, toi? Je vous invite à travailler la chose et à continuer. Sur le marché, on a, alors là je vais intervenir directement sur le marché. Ce qu'on peut voir, c'est que le marché ici avait beaucoup baissé. Tout le monde était baissier à ce moment-là. Tout le monde s'était mis avant. Là c'est beau ça, on va baisser un petit peu pour qu'on comprenne un peu mieux. Hop, voilà. Bon. Ok. Tout le monde, dès que là ça avait cassé ce niveau, tout le monde vendait, tout le monde vendait, tout le monde vendait. Et ici, tout le monde était vendeur, tout le monde ne pensait pas. Ça, c'était fin. La grande masse des gens considéraient que ça allait peut-être consolider un petit peu et qu'on allait repartir à la baisse derrière. Il y avait beaucoup de gens qui faisaient. En fait, le marché était survendu. Tous les mains faibles avaient vendu, plus des gens qui étaient short à découvert. Donc il y avait les deux. Il n'y a pas que des shorts à découvert. Donc là, le rebond qui s'est produit, au début, s'est produit un peu faiblement. On voit d'ailleurs que le volume n'est pas terrible, toute la suite. Et au début, les gens n'y croyaient pas. Au bout d'un moment, il y a eu des rachats de short, ça a commencé à accélérer, et au fur et à mesure, tous les gens se sont mis à acheter. Alors j'entendais tout à l'heure Jean-Louis qui disait, quand c'est haussier, ça monte et tout le monde est haussier. Et oui, et ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux parce que quand ça monte, tout le monde est haussier, jusqu'à un certain moment. Il faut comprendre, c'est le moment. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait pareil au début, c'est pas tout à fait pareil à la fin. Quand tout le monde est haussier de plus en plus on s'amenuise vers la hausse, et plus on risque d'avoir une sorte de surconsensus, et de fait qu'il n'y a plus de gens potentiellement acheteurs. Il n'y a plus que des vendeurs. Plus tous ceux qui sont à l'affût, les contrariens, qui vont essayer de shorter. Donc ils attendent un petit peu, et ils attendent, comme je vous l'ai dit ce matin, la première résistance. La première résistance qui va venir taper, les gens ont beaucoup acheté, il n'y a plus d'acheteurs, le risque est très loin, parce que le stop naturel, vous avez vu, ça a monté quasiment
au fur et à mesure pratiquement. Il y a juste eu là une petite consolidation, ça repart un petit peu, et globalement on va venir buter sur cette double résistance qui est ici, et il y a très forte chance qu'on stagne un petit peu, on tape et on corrige d'abord. Et ici, tous les contrariens vont intervenir, tous les gens qui ont acheté ici vont être pris à la gorge, et à ce moment-là, vont commencer à se déboucler pour essayer de ne pas trop perdre derrière. Il faut comprendre que ici, ils achètent, il y a de moins en moins d'acheteurs, et ceux qui se mettent à acheter ici, quand on arrive sur cette résistance, ils sont dingues. Ils sont dingues. Tout le monde a acheté, vous êtes les derniers zozos à vouloir acheter, et le stop, lui, le stop naturel, il est super bas. Il est super bas. Alors, il y en a un ici, et il y en a un autre ici, mais le gros stop est là. Donc, il y a très peu de chances que ça réussisse, que la rupture de cette résistance réussisse. Donc pour l'instant, ce qu'on peut anticiper, c'est encore un petit peu de hausse, mais globalement, quand on sera au-dessus des... C'est un peu à peu près... Alors, je vais enlever ça pour vous dire exactement le niveau. Ce niveau ici, c'est 5000 à peu près, entre 5554 et ici le plus haut qui était ici, 5658, donc aux alentours des 5650, là c'est dangereux, il faut plus se positionner. Déjà maintenant, c'est un peu tardif. Tout le monde a acheté, tout le monde est haussier, effectivement, eh ben, tout le monde dit « Ah, mais c'est super, il faut acheter », mais il n'y a plus de volume, il n'y a plus de flux, il n'y a plus de flux potentiel. Donc ce que je voulais revenir surtout, c'est sur un petit point, donc ça c'est mon analyse, et donc après on devrait corriger, et la correction elle devrait globalement corriger de environ 50%, donc c'est à peu près aux alentours de 5100. Bon, on aura le temps d'en reparler en septembre, mais on reviendra. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, je n'achète plus. Je n'achète plus, surtout pas. Je n'achète plus, surtout pas. J'attends que ça tape les 5600 et j'essaye de trouver un point de vente pour jouer le retour sur 5100. Voilà ce que je fais. Ouais, donc ça, c'est clair, et c'est ce que j'avais dit. Mais je n'achète... Attends. C'est toujours quelque chose. Je n'achète surtout pas ici. Surtout pas l'erreur. Et par contre, j'essaye de jouer ce repli. Si j'y arrive pas, j'essaierai de rejouer derrière, la reprise derrière, qui devrait se sentir. Mais je voulais dire quelque chose, mais j'ai oublié. J'ai perdu. Et si on casse la zone de résistance que tu as tracée, et qu'il y a de la force, on voit que le marché de la force, est-ce que tu le passerais sur un... Alors, il faudrait que... Ça sera trop tard. Non, si ça venait casser la résistance ici, bah, ça sera encore pire, ça sera un piège, et ça reviendra derrière. Donc moi, j'essaye de jouer éventuellement que le retour derrière, et j'essaye de chercher un point. Je n'ai pas le point précis pour vendre ici, mais c'est ce que je vais essayer de faire vis-à-vis de ces différents points. Là, ça va être le premier test de la résistance. Je pense même qu'on va s'arrêter vraiment sur le niveau très très proche du plus haut, donc des 5658. Ça sera vraiment en stop, et derrière, ça va corriger. Il n'y a plus d'acheteurs. Il n'y a plus d'acheteurs, ils ont tous acheté. Continue l'analyse, hein, surtout. On en reparle en septembre, et vous lui dites, et en septembre, j'attends que vous reveniez pour lui dire ce qui sera passé. Non, on a dit qu'on se charge un peu, c'est pour ça. Mais du coup, les deux points de vue se rejoignent relativement, parce que toi, tu dis quand même que tu vends le futur, donc tu as un biais plutôt baissier, mais tu te protèges contre une Moi, je suis pas baissier, avec le poids, je sais pas où ça va. J'ai pas compris ça. Ah non, moi, je sais pas où ça va, là. Parce que tu parlais d'un point retournement, mais tu sais pas exactement sur quel niveau, mais tu disais quand même que tu anticipes peut-être un ralentissement ou une correction. Non, moi, j'exploite une situation. C'est-à-dire un marché qui a pris 20% et une vol qui est tombée à 11, 10, 11. Point final. Donc j'achète de la vol avec un delta de 0,3 à 9,5, 10. J'achète et j'en figure, c'est tout. Ça fait partie d'un phénomène qui ne va pas consister à jouer un directionnel là, tout de suite, mais cette opération, moi, je la fais là, tout de suite. Là. Il faut bien que je traite en même temps que je discute. Je m'amuse. Et les opérations, si vous voulez, que je propose, elles sont immédiatement réalisables. Je ne vais pas vous dire si ça va à 5006 avec de la force, parce que d'abord, je suis sûr qu'il n'y en aura pas. Les marchés, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est le bordel. Non, mais attendez, moi je vois bien ce qui se passe. Hein, j'ai des copains partout. Vous prenez par exemple les intermédiaires des professionnels, ils sont en train de pleurer, ils n'ont pas d'ordre. Personne ne fait rien, ils sont tous fait baiser par les derniers mouvements. À 4006, leur consensus était de se dire rappelez-vous, si vous regardez les émissions encore, moi comme j'y participe tout le temps, je les entends.
4006, c'était bon, allez, si ça remonte vers 4008, 4850, on va alléger les positions, on va vendre, etc. Là, à 5002, 150 la semaine dernière, quand on a fait le trou d'ERT, et j'en ai discuté avec Grégoire Favet de BFM, il m'a dit, ouais, t'as raison, il m'a dit, ils sont tous vachement contents parce qu'ils voient le marché baisser. Et comme ils ne sont pas suffisamment acheteurs, il m'a dit, ouais, je me rends compte qu'ils sont contents de voir le marché baisser parce que du coup, ils s'éloignent, si vous voulez, ils s'éloignaient de leur benchmark, et là, ils s'en rapprochent parce que du coup, quand le marché perd comme ça 3%, ben, eux, ils n'en perdent que 1 par exemple. Oui. Donc ils réduisent l'écart de sous-performance qu'ils avaient réalisé. Et si vous croyez qu'ils ont le temps d'acheter, là, vous avez vu comment ça s'est passé, la reprise avec des gaps, des machins, etc. Du coup, ben, ils sont comme des cons, mais en même temps, c'est vachement dur. Moi, je ne les juge pas d'une manière méchante. Quand je dis qu'ils sont comme des cons, c'est-à-dire que même moi, en tant que gérant, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Parce que, d'abord, les masses ne sont pas les mêmes que là où moi je suis allé. Et les indicateurs disaient, fondamental, waouh, attention, c'est mauvais, etc. Donc, avoir à ce moment-là la conviction qu'il fallait acheter pour laisser porter, je ne sais pas, quand déjà en plus, tu as allégé 4008, 4009, c'est-à-dire que, vous savez, il y a ce qu'on appelle la praticabilité d'une approche. Et cette praticabilité, elle est liée à l'instant présent, mais elle est liée à ce qu'on a fait précédemment. Donc le mec qui a vu 4006, qui a allégé à 4009, et qui voit 5004 et qui se dit qu'il faut qu'il achète à 5002, bah, je peux vous dire que ça va être compliqué dans la tête. Là. Donc les comités de gestion qui vont se réunir, c'est qu'est-ce qu'on fait, c'est le lundi matin, vers 11h, après le café. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Putain, je sais pas, de toute façon, rien, on ne comprend plus rien. Et c'est ça dans les sociétés, ils ne comprennent plus rien. Alors, évidemment, ils vous affichent une sérénité à toute épreuve, mais dans les coulisses, je peux vous dire que ce n'est pas du tout le cas. Mais, encore une fois, ce n'est pas une critique, c'est une constatation d'une situation, mais que je comprends parfaitement. Et c'est dur de prendre une décision quand on a des marchés qui font ce qu'ils ont fait, quoi. C'est de la folie. Surtout avec des volumes ridicules. Quand je vous parle de technique de trading, okay. Quand je vous parle que les marchés, en fait, évoluent sur des contraintes techniques, réfléchissez. C'est combien le volume quotidien? C'est combien? 3 milliards? Allez, on va dire en moyenne 3 milliards. Ok. Comment expliquez-vous? Est-ce que vous trouvez logique que sur les 3 milliards, on en fasse c'est-à-dire un tiers du marché à 17h35. Et oui, c'est toujours pareil. Hein. Si vous regardez, tous les jours, vous avez un tiers du volume qui est fait à 17h35. Alors parfois, c'est 4 fois le volume de la journée, ça dépend s'il y a des échéances ou des choses comme ça. Ou ça peut être par exemple, quand je vous dis qu'il y a une échéance sur l'Eurostoxx hebdomadaire, vous avez le volume qui monte entre 11h50 et midi, c'est complètement à l'avance. Donc, mais regardez d'une manière simple, un tiers du volume se fait sur le fixing de 17h35. Moi, je sais pourquoi. Vous savez? Ben, alors, là, il faut le savoir. Parce que certains acteurs sont obligés de se positionner à cette heure-là. C'est parce que les ajustements. Alors, autre chose, les principaux ajustements delta et panier, etc., se font à 17h35. Le problème, c'est que c'est des contraintes techniques. Voilà, c'est tout. C'est pas j'ai l'idée qu'il faut acheter ou j'ai l'idée qu'il faut vendre. Ce sont des contraintes techniques. Et c'est ça qui drive les marchés. Les marchés sont devenus tellement techniques que, alors surtout en l'absence d'idées fondamentales fortes qui pourraient se dégager de l'analyse fondamentale, et vous savez très bien, enfin, si vous regardez les marchés, vous voyez bien qu'on attend Trump, on attend machin, on attend bidule, Theresa May, qui est paumée. Là, ok, ils nous disent on va régler le problème sino-américain. Ok, dans 4 semaines. Ah merde, je pensais que c'était pour demain. Et puis en coulisses, là, dans les journaux anglais, c'est ce que disait Derek qui regarde qui regarde tous ce qui se dit en anglais. Ceux qui discutent en coulisses,
eux, ils sont beaucoup moins confiants que ce que dit Trump lorsqu'il dit que ça devrait se régler. C'est pas du tout ce qui se transférerait des... Bon, imaginons qu'il règle le problème. Demain, ça se trouve, il va s'attaquer à l'Europe. C'est probable. Bon, allez, maintenant, les Chinois, c'est fait, c'est bon. Allez, on va voir avec les Européens qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est le bordel. La visibilité, elle est extrêmement faible. Voilà, c'est comme ça. Alors, c'est dur de prendre des décisions de gestion fondamentales avec des investissements long terme. C'est super dur. C'est l'enfer. Moi, je n'aimerais pas être à leur place, hein, je vous le dis. Donc, voilà. Moi, je fais un truc tout de suite, là. Alors, on pourrait rien faire. Hein. Bon, moi, je le fais. Et je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça a marché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le passé. Si vous prenez des notes. Je ne pense pas que ça marche tout de suite, là, parce que je ne pense pas que le marché puisse dévisser. C'est pour ça que je ne vais pas le jouer d'une manière... Mais vous achetez le call pas cher, vous vendez le futur, c'est bien diable si vous n'avez pas un retracement de 50 points qui doublerait la mise du call. Et le call, il est valable encore pour la fin du mois. Hein. On ne sait jamais, d'ici le 18 avril, on peut avoir un repli, puis un rebond, hein, c'est possible. Bon, je ne pense pas qu'il y ait une contrainte forte au niveau PO. PO, position ouverte. Donc des gens qui auraient des shorts, en fait, et qui parce qu'en fait, quand on dit... qui après va se racheter. Quand on dit, par exemple, c'est quoi un acheteur? C'est pas quelqu'un qui pense que ça va monter, c'est un acheteur, c'est un vendeur potentiel. Il faut toujours réfléchir à ce que vous êtes et ce que donc, vous serez censé faire si jamais le marché part dans le mauvais sens. Donc un acheteur, c'est avant tout un vendeur potentiel, un vendeur à l'économie, avec deux sessions. C'est un acheteur potentiel. Et donc du coup, dès que les marchés baissent, c'est pour ça qu'à 5002, j'ai dit qu'il faut acheter, c'est basé sur une contrainte technique. Parce que fondamentalement, le marché disait que dalle. C'est à la limite, c'était la panique. Seulement tous ceux qui vous avez entendu dire ouais, là c'est faut vendre, c'est pas bon, faut vendre. Ouais, moi je t'entends, hein. Quand derrière ça prend 200 points, si tu prends 200 points, ça va aller loin. Ils sont défoncés. Bon, évidemment, il y en a qui mettent là. Tu fais quoi là? Tu penses que le marché, parce que tu me dis, ça a acheté à 5002, mais tu fais quoi concrètement? Moi, ce que j'ai fait, c'est pas compliqué, c'est quand on était en bas, j'ai vendu des puts. Et je vendais du futur. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle devrait te faire dire que ça, tu peux pas le dire. Parce que ça, c'est du passé. Non, mais c'est vérifiable. Là, par exemple, tout ce qu'on a dit, c'est filé. Donc c'est pour ça qu'en septembre, j'ai bien aimé les rigolards tout à l'heure, et ça me déplaît. En septembre, on repart un peu de ce qu'a fait le mouvement. Et on verra si ton achat de call et vente de futur, c'est défavorable. Non, mais il y a une suite logique. Mais là, tu fais quoi? Concrètement, tu fais quoi? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce qu'il faut acheter? Est-ce qu'il faut vendre? C'est ça que les gens veulent savoir. Écoutez bien, il y a une suite logique. J'étais vendeur à la descente. Ok, je vais avancer chaque jour. Et il y en a qui me disent, ouais, à 4006, c'était encore vendeur. Ouais, et alors? Et à 4006, j'ai fait deux choses. J'ai vendu de la vol, donc vendu des poules, et je vendais le futur sur des rebonds. Jean-Louis, tu peux pas arrêter. Jean-Louis, tu peux pas dire des trucs du passé. Tu vas dire j'ai acheté là, j'ai vendu là, j'ai acheté au plus haut, j'ai vendu au plus bas. C'est super, c'est facile la vie, etc. Si on t'entend sur BFM, ah bah ce matin, moi j'ai acheté, c'était au plus bas, et puis maintenant que ça a monté, je revends. Attends. Je suis désolé, non mais ça, je te renvoie ça parce que tu m'as envoyé un petit peu de vanne. Donc fais attention quand même. Tout le monde le répète partout en disant, les gens avec Jean-Louis, c'est super facile, le marché est facile. Dis pas ça, dis maintenant ce que tu fais. Là c'est enregistré, et là on va voir un petit peu en septembre ce qui se passe. Alors juste à 4006, je continue à vendre, on s'accroche un petit peu gentiment. C'est bien, hein. Non mais vous entendez ce que je dis à 4006, je continue de vendre le marché. Non, on n'est pas à 4006. On n'est pas à 4006. Non mais c'est important qu'il faut qu'ils comprennent la suite logique. Et je vendais de la vol, parce que la vol elle était à 22. Ok. À 4850, neutralisation, 4950, passage à l'achat. Donc déjà, aucun problème, normalement, il y a une perte. Et en étant vendeur depuis 5300, etc. Donc arriver dans la gestion, c'est là la grande difficulté, c'est les retournements de situation. D'où le problème qui va nous intéresser maintenant. Donc, à un moment donné, quand le marché se retourne, l'idée c'est de se dire, surtout quand sur un point bas, je vends de la vol. Parce que sur un point bas, la vol est haute. Donc c'est pas à ce moment-là qu'il faut acheter de la vol, c'est là qu'il faut la vendre. Donc si vous vendez de la vol et vous vendez le futur, vous ne pouvez pas perdre des deux côtés. Donc
vous encaissez la vol si vous perdez sur le futur. Si le marché ne bouge pas, vous ne perdez pas sur le futur et vous encaissez de la vol. Donc pendant un certain temps, vous arrivez à vous en sortir. Et à un moment donné, vous allez relâcher de l'argent. Et vous allez vous retourner. Et dans le retournement, vous encaissez la vol. Et vous passez acheteur. Donc on est acheteur là depuis 4950. Ok, très bien. Quand le marché accélère, à un moment donné, si vous voulez, il y a eu deux phases critiques. 5150, où là, ça commençait à mettre la pression, je vous disais, sur ceux qui avaient vendu le strangle, c'est-à-dire le call-écoute, avec tous ceux qui vendent de la vol d'une manière systématique. Le problème, c'est que quand ils vendent de la vol à 11, il faut qu'ils en vendent 3 fois plus que quand la vol est à 18. Vous voyez, c'est pas une relation. C'est pas une relation. Ils moyennent sur la vente de vol. Donc, mais la vol, quand ça monte à 5150, il y a des pressions qui se sont exercées d'une manière forte, et c'est pour ça que le marché a continué de monter sans retracement. C'est incroyable, vous avez bien vu, ça ne baissait pas, parce que les mecs ils étaient comme ça, ils étaient obligés d'acheter, avec tous les gens qui disaient putain ça monte, je peux surtout pas vendre parce que je vais avoir un delta encore plus mauvais par rapport à un benchmark encore plus mauvais. Donc, accélération, et là on va chercher 5450, on revient à 5002, il faut acheter parce que là, c'est juste un problème sur une news qui est gravissime. Après, moi je ne pensais pas qu'on serait monté à 5480, je pensais qu'on allait s'arrêter un petit peu à 5330, c'est ce qui s'est passé, mais plus que ça, je pensais, putain, c'est reparti violemment. Ok, on arrive sur un niveau de prix où normalement on se dit, bon, on peut prendre du bénéfice, etc. Maintenant, ce que je vais faire en intraday, c'est que toute la journée, j'achète. J'achète, je vends. J'achète, je vends. Aujourd'hui, même si j'étais là depuis tout à l'heure, je l'ai fait 2 fois. Je m'amuse. Alors, je fais 20 points, 10 points, 15 points. Et je le fais parce que je suis là devant mes écrans toute la journée. Qu'est-ce que je fasse? Je ne vais pas roupiller. Je regarde les marchés, je fais les actions, je fais un peu de Rodol. Vous avez vu le niveau de vente que je vous ai proposé ce matin sur le Rodol? Il a été atteint, pas le 78, mais celui de la veille, donc le 48, etc. On a fait plus de poil 48 en ce moment. Il y a 1 heure, enfin il y a 3 heures. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à monter un synthétique. Voilà, je vais monter un peu de synthétique. Donc je vais acheter de la vol et vendre du futur. C'est tout. Mais je le fais tout de suite, là maintenant, pas dans 6 mois. Je le fais avec les conditions de marché. C'est-à-dire les conditions de marché, c'est quoi? C'est plus 20% de hausse. On arrive sur des zones de résistance importantes. Le problème, c'est que je maîtrise, j'ai aucun signal de retournement de situation. Moi, je suis tout le temps sur le marché. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout le temps. Jamais je suis en dehors. Alors j'ai peut-être tort, hein, ok. Et là, après, c'est un problème mental. Hein. Moi, j'ai besoin de... C'est pas d'adrénaline que je recherche, mais c'est d'être dans le coup, quoi. Parce que voilà, c'est ma vie, le trading. Donc, je vais vendre le futur, acheter le call, j'ai 50 points de perte potentielle, et dans la journée, ça ne m'empêche pas d'acheter, de vendre, tant que je n'ai pas un signal de retournement de situation. Alors, du coup, tu as pu vraiment exposer ta vision et la manière de jouer, etc. Et si on se met dans une logique simplement de simplifier le discours, même si on a compris qu'il faut aller plus loin si on doit être efficace. Tu peux pas simplifier. Oui, on peut pas, mais juste André donc, a donné quelque chose. Tout à l'heure, j'essaie de résumer ta vision en disant un biais plutôt baissé, tu m'as dit non. Mais si on essaie de la résumer en quelques mots pour le jeu, on va dire, même si on a compris que pour être concret et pour être efficace, il faut aller plus loin et plus creuser, comme tu l'as expliqué. Si vraiment, on va dire qu'on n'a pas d'autre choix, plutôt acheteur, plutôt vendeur, ce sont les 2 seules possibilités dans les 3 mois qui arrivent. Est-ce que tu ne réponds pas du tout ou est-ce que tu dis quand même quelque chose? On a bien compris que c'est plus complexe, c'est que la manière de jouer. Le problème, c'est qu'on va avoir une divergence entre. Ça, parler comme ça, je suis désolé, hein, c'est de l'humilité. Entre mon biais cognitif qui va me dire ça a déjà beaucoup monté, parce que vous êtes drôle, vous. Moi, encore une fois, putain, acheter à ce niveau de prix, merde, je vais avoir du mal. Je le sais que je vais avoir du mal. Enfin, non, je ne le ferai pas. Même si les signaux techniques me disent que, je trouve que le niveau, enfin, les probabilités de réussite en achetant me paraissent trop aléatoires pour le supporter. Comment ça? Ouais.
Bon, alors, qu'est-ce que je vais prendre comme stop reverse? Je vais prendre, aujourd'hui, j'ai 5130. Putain, ça me fait chier d'acheter à 5460 et d'avoir un stop reverse à 5130. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire autre chose. Je suis pas fort. Par contre, quand on a franchi 4950, là, pour moi, c'était clair. C'était un vrai signal d'achat, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle un market timing, avec, je me raccroche, moi j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose. Et il n'y a pas toujours quelque chose à quoi se raccrocher au niveau technique, c'est-à-dire au niveau market timing. Quand vous regardez le chartisme, c'est la recherche du bon prix. C'est-à-dire que je joue un double appui, je joue un double top. On pourrait éventuellement avoir un double top. Le problème, c'est que la précision n'est pas assez forte. Donc, je vais le jouer d'une certaine manière. Voilà, j'utilise des outils. Le problème, c'est que les marchés sont influencés par l'utilisation de ces outils. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas les ignorer, c'est pas possible. Si vous les ignorez, vous passez à côté de quelque chose. Donc, moi maintenant, toute la journée j'achète, je vends. Les probabilités sont pour moi, enfin je vous le dis en direct le matin, tous les jours, voilà, je peux pas faire mieux. Si vous critiquez, c'est parce que justement, peut-être que vous avez au moins quelqu'un en face de vous qui vous dit j'ai acheté là. Alors je sais, il y en a qui disent il a acheté, ça a baissé un peu. Ouais, mais je m'en fous, j'ai revendu plus cher. Parce que de toute façon, mon stock il n'a pas été atteint, j'ai revendu plus cher. J'achète pas tout le temps plus bas non plus. Hein. Mais j'achète. Et dans une optique long terme, je me dis putain, maintenant là, moi acheter, j'arriverai pas. C'est peut-être con, mais c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la praticabilité aussi d'une approche. Moi, en tant que trader, je trouve que les probas sont pas bonnes. Et il faut accepter ça. Donc, je vais utiliser d'autres moyens que me donnent les marchés. Donc, je vais faire ce que je vous ai dit. Voilà. Okay. Très bien. André, est-ce que tu veux compléter, rebondir sur quelque chose? Après, on peut passer aux questions du public. Je pense qu'on peut passer aux questions du public. Bon, vous avez eu un peu mon scénario, on en reparle en septembre, avec plaisir, on verra comment ça s'est adapté, comment ça a tourné, également, pas de soucis. Je pense d'ailleurs, en écoutant Jean-Louis, qu'on est un peu d'accord quand il dit on ne peut plus acheter maintenant, et j'aurais du mal à acheter, effectivement c'est ce que je dis, donc ça va montonner un petit peu, et il dit oui, si mon stop est plus bas, ça m'emmènerait d'acheter à 5004 avec un stop à 5150, je crois qu'il a dit, etc. Donc je comprends tout à fait, c'est un peu le scénario que j'ai. Donc il le joue différemment, avec du synthétique, avec la vol, avec les options. Très bien, c'est une manière de faire. Je joue. D'accord. Après, il y a différentes manières de le jouer. Alors peut-être que certaines sont plus risquées que d'autres, c'est possible, c'est très possible. Là, moi j'essaye de rester plutôt sur une analyse du marché. Donc je propose maintenant qu'on passe aux questions. Okay. Est-ce que tu veux faire ton jeu du consensus que tu fais souvent pour demander au public Parce que moi j'ai eu un sondage récemment que j'ai lancé et pour le deuxième trimestre, j'ai eu 59 réponses et il y avait une majorité de Donc alors on va poser la question qu'on pose souvent avec Jean-Louis à la fin, c'est essayer d'être honnête. Quels sont ceux pour les 3 mois à venir, d'ici à 3 mois, quels sont ceux qui sont haussiers, levez la main? Pas beaucoup. Alors, et dans les 3 mois, quels sont... Ah oui, mais est-ce que vous raisonnez après ce que vous avez écouté? Est-ce que vous étiez comme ça dès le début? Essayez d'être honnête, hein. Pas avec ce que vous avez écouté. Donc, et quels sont ceux qui sont baissiers? Donc, il y a une majorité de baissiers. Ça, c'est plutôt mauvais pour la baisse. C'est plutôt favorable, normalement, pour la hausse. Mais j'ai vu beaucoup qui se mouillaient pas. Hein. J'en ai vu qui ne levaient pas la main. Donc, c'est un peu dommage. Mais... Après, la question qu'on pose, moi qui m'intéresse, c'est ne répondent que ceux qui sont en position. Oui. Moi, chez moi, par exemple, un trader comme Mathieu et tout, j'ai tout appris, il a commencé à 19 ans avec moi, aujourd'hui dans la 30, je lui ai filé 50 000 € et je lui ai dit voilà, il faut que tu apprennes à bosser. Et celui qui parle, il faut qu'il soit en position et qu'il défende vraiment ce qu'il pense et ce qu'il fait. C'est pas pareil que de dire ouais, je pense que ça va monter, je pense que ça va baisser, ah t'as vu, j'avais raison, etc. Ouais, mais quand on est sur le marché, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous allez avoir de toute façon un brouillage à un moment donné dans ce que vous ressentez et le fait de prendre une position, c'est très différent. Alors, ne répondre maintenant que ceux qui sont en position, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Vraiment, vous êtes en position acheteuse, vous êtes en position vendeuse. Jean-Louis, ça va donner la même chose. Non. Globalement, je suis d'accord que individu. Non, je suis d'accord avec toi. Attends,
Je peux le voir. Donc j'ai gagné. Donc, voilà. Staline, là, on ne peut plus parler. Bon, là, donc, ce que je veux dire, c'est statistiquement normal. Individuellement, oui, c'est vrai que celui qui est en position va avoir une manière de voir les choses différente. Mais globalement, sur la masse, ça va faire parler. Donc, ok, posons la question. Alors, pose la question, vas-y. Donc, qui pense que ça va baisser et qui a pris une position vendeur à découvert? Déjà, très peu. Pas beaucoup. Maintenant, qui pense que ça va monter et qui est donc acheteur sur son portefeuille? Si, il y en a à peu près pareil. C'est à peu près la même chose. Je reconnais effectivement, c'est à peu près pareil. La différence est moins nette. Elle n'est pas nette, elle n'est pas nette du tout. Que tout à l'heure, oui. Non, mais c'est pour ça que c'est sûr. Donc ça donne rien. Résultat des courses, ceux qui sont en position ne donnent pas d'informations sur le marché. Vous savez, un vrai trader, il critique jamais les autres. Et un vrai trader, vraiment, il sait que à partir du moment où il est en position, sa vision des choses peut évoluer, etc., va évoluer, va être impacté par sa position. Et c'est pour ça qu'il faut faire certaines choses à certains moments, comme ce que je viens de vous proposer, parce que là, on se sent super à l'aise. Et moi, en fait, j'applique des process que je me suis fixés. Et en fait, j'ai confiance dans ces process parce que je sais qu'en faisant comme ça, j'ai gagné de l'argent. Donc, je les suis parce que j'ai confiance. Mais on ne peut faire ça que si on a confiance. Sinon, on n'y arrive pas. Oui, les gens disent « Ah ouais, j'arrive pas à tenir les positions, j'arrive pas, j'achète mais je vends trop tôt, et ça. » Ah oui, mais parce que, en fait, vous n'avez pas un process dans lequel vous avez confiance. Et ça se résume à ça. Vraiment. D'abord un process qui gagne et un process dans lequel vous avez confiance. C'est très difficile. On va essayer de poser des questions, 5 questions maximum, parce que normalement je suis déjà en retard, ça me coûte de l'argent parce que dès que je dépasse le timing. Alors, monsieur, ouais, peut-être que là tu as les HF, essaye de voir avec les HF. La régie, Alexis.